La tournure de la conversation me déplaisait. Je gardai le silence. Seriez-vous prêt à recommander la vente du coton à monsieur Tocard? Oui, s'il est le mieux disant. Et dans le cas contraire? Non. Dans ce cas, nous sommes obligés de vous garder ici. Il me quitta sans rien préciser d'autre, me laissant à l'impression douloureuse qu'il allait m'en cuire. J'avais certes ma conscience en paix, mais je n'oubliais pas que j'étais au PCO. Quoiqu'on m'ait gardé sous la paillote, sans me conduire dans l'antre, je n'ignorais pas qu'à tout moment, on pouvait m'infliger des sévices. J'attendis inquiet la suite des événements. Vers 17 heures, Janvier Totogba apparut devant moi, aimable et gracieux. Alors, vous vous êtes fait coincer? Me demanda-t-il en riant. Coincer comment? Par vos agissements. Je ne comprends pas pourquoi vous refusez de collaborer. Vous savez que je parle tous les jours au président. C'est si facile de suivre les instructions venues d'en haut. Pour qu'on me fasse ensuite porter le chapeau? Vous êtes bête. Personne ne vous fera porter le chapeau. C'est vous qui le dites. Si je comprends bien, vous restez sur votre position. J'ai fait mon travail de recommandation aux autorités, à elles de prendre leurs décisions. Cette journée au PCO, elle ne vous a pas fait penser que vous avez mieux à faire? Je n'accepte pas qu'on s'en mette plein les poches au détriment des producteurs de coton. Libre à vous. Janvier Totogba quitta les lieux comme il était venu, en sifflotant. À 19 heures, on vint me faire signer un papier où je déclarais que je n'avais rien d'autre à ajouter. Je signais. À 20 heures, on me laissa partir. Je n'avais pas mangé ni bu de toute la journée. Le lendemain, quand je me rendis au bureau, j'y constatai un changement d'atmosphère. On me regardait en coin, on souriait sur mon passage, on me saluait mollement. Mon adjoint était enfermé dans son bureau avec 2 agents du service. Il riait à gorge déployée. Il riait tant et plus. C'était là une technique de déstabilisation connue de moi qui ne me fit aucun effet. Mais lorsqu'un collaborateur bon apôtre vint me souffler de me méfier de cet adjoint qui désirait me ravir mon poste, et lorsqu'il ajouta que cet adjoint avait passé la journée précédente à rire avec les 2 agents, j'accusai le coup. Les délateurs croient faire plaisir alors qu'ils indisposent. On vit tellement mieux en ignorant ce qu'ils rapportent. 1 heure plus tard, je sortis de mon bureau pour me rendre à une réunion. Je vis que mon adjoint avait entrouvert la porte de son bureau et que sa veste était restée suspendue à un cintre. En chemise-cravate, l'homme souriait, attendant béatement son heure, l'heure où il me remplacerait et mettrait pour de bon sa veste de chef. Les jours suivants, la veste resta suspendue. Il m'apparut alors qu'il s'agissait d'un sortilège. De laisser sa veste ainsi suspendue allait hâter, pensait-il, l'heure de sa nomination. En attendant, il recevait M. Tocard avec des conciliabules à gauche, à droite, tentait de monter les agents contre moi. Et dans les couloirs, il étalait sa superbe, me croisant, en riant. Mon directeur général se mit à lui transmettre des dossiers par-dessus ma tête, à le recevoir sans ma présence. Ces signes, avant-coureurs de ma prochaine disgrâce, ne réussirent pas à m'inquiéter. Tant qu'on ne me relevait pas de mes fonctions, je n'avais qu'à continuer d'agir selon mes principes et mon entendement. Une contre-commission fut créée pour la vente du coton. J'y défendis mon point de vue, la vente au plus offrant. Ce point de vue triompha. Et au bout du compte, la cargaison de coton ne fut pas vendue à M. Tocard, mais au concurrent le mieux disant. M. Tocard reprit bredouille l'avion du retour. Ma victoire ne pouvait être que de courte durée. Je le savais. Les autorités avaient pris l'habitude de nommer les directeurs généraux et leur lot de directeurs en conseil des ministres. J'avais été nommé un mercredi, on allait mettre fin rapidement à mes fonctions de la même façon. Je guettais désormais à la télé chaque mercredi soir les décisions du conseil des ministres. Piètre télé de cette époque.
télé blabla, télé frustrante, télé aux ordres. Ces journalistes, raisonneurs captieux, cherchaient à nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Adeptes d'une religion où tous cachaient les louanges du présidence, chantaient les louanges du présidence, ces messieurs en rajoutaient, vilipendant les ennemis du peuple. Bientôt, on allait me désigner comme l'un de ces ennemis. J'attendis mon mercredi de déchéance. J'attendis 1 mois, 2 mois, rien. Et comme je continuais à recommander la vente du coton au meilleur prix, on se mit à parler de moi dans la ville, à louer ma fermeté et ma détermination. Des collaborateurs venaient maintenant me féliciter de ne pas avoir baissé pavillon. Cela me mettait du baume au cœur, mais je savais que je ne perdrais rien pour attendre. Tôt ou tard, les autorités allaient frapper. C'est dans ce contexte qu'un matin de la fin mars, la ville se mit à bruisser des rumeurs. Dans le cadre de la construction de la cimenterie, de hauts responsables avaient reçu des dessous de table, touché des pots de vin. Ils étaient nombreux. Tout le monde ne parlait que de cela. Coiffeurs, chauffeurs, cordonniers, vendeuses, fonctionnaires et mendiants, tous poussaient des cris d'indignation. Le petit peuple protestait, citait le nom du président. L'affaire fut si grand bruit, défrayant toute la chronique, que les personnes incriminées ne pouvaient plus rester en poste sans mettre en danger le gouvernement. Il fallait agir vite et trancher dans le vif. Ce que fit le président. Le mercredi suivant, on limogea du beau monde. Et j'appris par la télé ma nomination au poste de directeur général de l'office chargé de la gestion de la filière coton. Ah mon Dieu, ah mon Dieu. Sur le moment, je ne sus comment prendre cette nomination. Comme une juste reconnaissance, comme un cadeau du ciel, ou comme un tour de cochon.